Votre QI est supérieur à 130? Félicitations, vous vous sentez probablement plus souvent idiot que les autres. Ironique, n'est-ce pas? Plus le cerveau est brillant, plus la voix qui murmure à l'intérieur est forte, tu trompes tout le monde, bientôt on te démasquera. Ce sentiment a un nom, le syndrome de l'imposteur, et il frappe de manière disproportionnée les personnes les plus compétentes. Voyons si cela vous parle. Vous obtenez une promotion, mais votre première pensée est « j'ai juste eu de la chance ». Vous lancez un projet réussi, mais au lieu de la joie, vous ressentez un vide et une peur « je ne pourrai jamais le refaire ». On vous félicite pour une idée brillante et vous baissez les yeux, convaincu que l'idée était banale et que n'importe qui aurait pu l'avoir. Vous vivez dans l'attente constante que quelqu'un ouvre la porte, une sorte de police de la fraude, et dise « le jeu est terminé, l'imposteur ». Si ça vous ressemble, ne vous inquiétez pas. Votre cerveau ne bug pas. Il fonctionne simplement à un niveau différent. Et cela a des conséquences inattendues. Alors, pourquoi ce paradoxe? Pourquoi les gens qui en savent le plus sont-ils ceux qui doutent le plus d'eux-mêmes? La réponse se trouve dans plusieurs biais cognitifs. Premier coupable, l'effet Dunning-Kruger inversé. Les personnes peu compétentes surestiment leurs capacités. C'est bien connu. Mais les personnes très compétentes font l'inverse, elles sous-estiment systématiquement les leurs. Vous êtes si doué dans votre domaine que les tâches vous semblent faciles. Et vous supposez donc qu'elles sont faciles pour tout le monde. Vous pensez, si j'ai réussi à faire ça en 1 heure, c'est que c'était une tâche triviale. Vous ne réalisez pas que pour 99% des gens, cette même tâche aurait pris 1 semaine ou aurait été impossible. Vous projetez votre compétence sur les autres et par conséquent, vous dévalorisez vos propres talents. C'est la première porte d'entrée du syndrome de l'imposteur. Deuxième facteur, la malédiction du perfectionnisme. Votre esprit est capable d'imaginer un résultat parfait, une symphonie sans fausse note, un code sans bug, un argumentaire sans faille. Et tout ce qui n'atteint pas cet idéal à 100% vous semble être un échec complet. C'est une pensée binaire. Soit c'est parfait, soit c'est nul. Vous ne voyez pas les 99% de réussite, vous ne voyez que le 1% d'imperfection et ce 1% crie plus fort que tout le reste. Ce collègue qui a repéré une faute de frappe dans votre rapport de 50 pages, pour vous, cela invalide tout votre travail. Le perfectionnisme n'est pas une quête de l'excellence. C'est une peur de l'échec déguisée en vertu. Troisième mécanisme, l'attribution erronée du succès. Quand quelque chose se passe bien, vous l'attribuez à des facteurs externes. On m'a aidé. C'était de la chance. C'était le bon moment et le bon endroit. Votre cerveau refuse de s'approprier le mérite, car si le succès est dû à la chance, alors vous n'avez pas la pression de devoir le reproduire. Mais quand un échec survient, même minime, vous endossez l'entière responsabilité. C'est moi qui suis incompétent. Je n'ai pas été assez intelligent. Succès, externe, incontrôlable. Échec, interne, personnel. C'est la formule parfaite pour une anxiété chronique et un sentiment de fraude permanent. Quatrième point, plus subtil, l'isolement du surdoué. Peut-être qu'à l'école, vous étiez le plus intelligent de la classe. On vous félicitait parce que vous compreniez vite. Le problème, c'est que vous n'avez peut-être pas appris à travailler dur parce que tout vous semblait facile. Votre identité s'est construite sur le fait d'être naturellement intelligent. Et puis, vous êtes arrivé dans un environnement, une grande université, un travail compétitif où tout le monde est le plus intelligent de la classe. Votre sentiment d'être spécial s'est évaporé. Pour la première fois déjà, vous avez rencontré des difficultés. Et votre conclusion a été « le problème, c'est moi ». On m'a surestimé. Un programmeur brillant qui a peur de montrer son code. Un médecin qui vérifie 10 fois un diagnostic évident. Un entrepreneur qui ne profite pas de son succès, attendant la faillite. Ce sont les visages du syndrome de l'imposteur chez les personnes à haut potentiel. La performance est là, mais la confiance est absente. D'accord, le diagnostic est opposé, c'est déprimant. Maintenant, que fait-on? On ne peut pas réduire son QI. Mais on peut reprogrammer sa façon de penser. Voici un algorithme en 5 étapes pour court-circuiter le syndrome de l'imposteur. Étape 1, renommer le sentiment. Ce n'est pas « je suis un imposteur », c'est « je ressens le syndrome de l'imposteur ». La première phrase est une identité. La seconde est un état temporaire. C'est une distorsion cognitive, comme le daltonisme. Vous ne vous en voulez pas de ne pas distinguer les couleurs, ne vous en voulez pas d'avoir ce biais. Étape 2, tenez un dossier de preuves. Créez un document et notez toutes vos réussites. Pas seulement « j'ai eu une prime », mais aussi « j'ai aidé un collègue ». J'ai résolu un problème complexe. J'ai reçu un commentaire positif. C'est votre arsenal de faits contre vos sentiments. Quand la voix de l'imposteur se fait entendre, ouvrez ce fichier et lisez-le à voix haute. Étape 3, séparez les faits des émotions. Votre esprit aime la logique, utilisez-la contre lui-même. Fait, vous avez été embauché après 5 entretiens. Émotion, ils ont dû se tromper. Lequel de ces 2 points est étayé par des preuves? Le sentiment d'être un imposteur est puissant, mais il n'a aucune preuve tangible. Étape 4, pratiquez-le suffisamment bien. Le perfectionnisme est le carburant de l'imposteur. Combattez-le. Soumettez un projet qui est juste assez bon. Lancez ce produit qui n'est pas encore parfait. Vous verrez que le monde ne s'écroule pas. En fait, vous deviendrez plus productif. Le perfectionnisme est souvent la forme la plus élégante de la procrastination. Étape 5,
Parlez-en. Trouvez une personne de confiance, un ami, un mentor, un thérapeute et dites-le. J'ai l'impression de ne pas être à ma place. Avec 99% de probabilité, vous entendrez en retour « Oh, moi aussi, tout le temps ». Ce sentiment prospère dans le silence et l'isolement. La lumière du jour le fait rétrécir. Pour conclure, se sentir comme un imposteur n'est pas un signe d'incompétence, c'est tout le contraire. C'est le signe que vous en savez assez pour comprendre l'immensité de ce que vous ne savez pas encore. C'est un effet secondaire de l'intelligence et de la conscience de soi. Votre objectif n'est pas d'éliminer complètement cette voix, mais de baisser son volume. De la traiter non pas comme une vérité, mais comme un bruit de fond. Arrêtez d'attendre d'être démasqué. Il n'y a pas de police de la fraude. Il n'y a que vous et votre cerveau brillant mais parfois un peu trop anxieux. Apprenez à négocier avec lui.